Mes parents sont morts dans un accident de voiture alors que j'avais à peine 5 ans. Leur voiture a dérapé sur la route par une nuit d'orage et a plongé dans un profond ravin. On m'a dit que mes parents étaient morts sur le coup, sans douleur. Je n'en suis pas si sûre. Chaque fois que je ferme les yeux, je revois encore la voiture accidentée et j'entends les sirènes hurler dans ma tête comme un cauchemar sans fin. Aucun proche ne voulait m'accueillir. Tout s'est déroulé rapidement, et quelques semaines plus tard, j'étais dans un orphelinat en périphérie de la ville. Ces années ont passé, froides et vides. Je n'ai jamais manqué de nourriture ni de vêtements, mais ce que je désirais, c'était une vraie étreinte, un regard chaleureux, quelqu'un qui m'appellerait « ma fille », et qui le penserait vraiment. À 9 ans, tout a basculé. Un après-midi de printemps, alors que je rangeais mes jouets après l'heure des activités, la directrice de l'orphelinat m'a appelé dehors. Là, un couple bien habillé m'attendait. La femme portait de grosses lunettes de soleil, ses cheveux blonds soigneusement attachés, son sourire doux mais distant. L'homme portait un costume bleu marine, une montre étincelante et des yeux qui m'observaient avec sérieux, comme s'ils envisageaient un investissement majeur. C'étaient M et Madame Ashford, milliardaires de l'immobilier. La presse les surnommait l'Empire de l'acier froid, connus pour diriger leur entreprise avec une discipline stricte et un secret absolu. Personne n'aurait jamais imaginé qu'ils adopteraient un enfant, surtout pas une petite fille ordinaire comme moi. J'ai emménagé chez eux la semaine suivante. La demeure ressemblait à un château. Il y avait des femmes de chambre, un chef privé, un chauffeur et même une salle d'études avec des tuteurs quotidiens. Mes vêtements étaient faits sur mesure. À chaque fête, je recevais des cadeaux de marque que je n'avais vus qu'à la télévision. Mais une chose était strictement interdite, personne ne devait mentionner que j'étais adoptée. On me présentait comme un parent éloigné, amené en raison de circonstances particulières. À chaque fête, rassemblement ou événement avec des invités des médias ou de l'élite, on me demandait de garder le silence, de me comporter correctement et de ne jamais parler de l'orphelinat ni de mon passé. Si quelqu'un me posait trop de questions, je devais sourire et changer de sujet. Même entourée de luxe, j'avais l'impression de jouer dans une pièce de théâtre. Chaque geste, chaque mot, chaque pas devait être calculé. J'ai appris à m'asseoir correctement, à parler avec le ton juste et à choisir les bons plats lors des dîners somptueux. Un faux pas et ma mère adoptive me lançait un regard froid, tandis que mon père adoptif restait silencieux toute la soirée, me traitant comme un fantôme. Je n'osais jamais les appeler « maman » ou « papa ». Ils ne me l'avaient jamais demandé et n'avaient probablement jamais voulu l'entendre de toute façon. Ma chambre ressemblait à un conte de fées, mais il n'y avait pas une seule photo de famille. Seuls des tableaux étaient accrochés au mur, des photos d'eux avec des politiciens ou des personnalités du monde des affaires. Je n'étais sur aucun cadre. Parfois, je surprenais ma mère adoptive à m'observer de loin avec une expression étrange. Ni froide, ni chaleureuse, comme si elle se souvenait de quelque chose ou me demandait si j'appartenais vraiment à cette vie. Je pensais que si je me comportais bien, si j'étudiais dur, si je jouais parfaitement, peut-être qu'un jour ils me verraient vraiment comme leur fille. Mais au fond de moi, j'ai toujours su que certaines portes, une fois fermées, ne se rouvrent jamais. Patrick a étudié le génie logiciel. Je me suis spécialisée en psychologie. Nous nous sommes rencontrés lors d'un séminaire sur la santé mentale organisé par notre université. Je me souviens encore du moment où il est entré. Ses cheveux étaient en bataille à cause de la pluie, son manteau trempé, mais son sourire illuminait la pièce comme si l'orage n'existait pas. Il s'est assis à côté de moi. Et pendant que nous attendions que l'orateur commence, il s'est retourné et a demandé « Vous êtes ici aussi pour les points supplémentaires, ou est-ce que ça vous intéresse vraiment ?» J'ai ri. C'était une question tellement directe et idiote, mais elle m'a mise à l'aise. Nous avons commencé à discuter et n'avons jamais arrêté. À la fin du séminaire, Patrick m'a demandé si je voulais dîner. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai raconté à un inconnu mon histoire à propos de l'orphelinat, des parents adoptifs riches mais distants, et du sentiment constant de ne pas appartenir à l'école. Patrick n'a pas bronché. Il m'a regardé non pas avec pitié, mais avec une curiosité sincère. « Tu as survécu et tu as réussi. C'est ce qui compte, a-t-il dit. Dès cet instant, j'ai su que je tomberais amoureuse de lui. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Patrick m'a toujours fait sentir en sécurité.
Ni riche, ni tapa accent grave-l'œil, mais attentif aux moindres détails. Une tasse de café parfaite, une couverture légère quand je n'arrivais pas à dormir, ou simplement assis en silence à mes côtés quand j'en avais besoin. Il m'a donné pour la première fois le sentiment d'appartenir véritablement à quelqu'un. Non pas un fardeau, mais simplement moi-même. Mais ensuite, à mesure que notre relation est devenue plus sérieuse, les choses ont commencé à changer. La première fois que j'ai posé des questions sur sa famille, Patrick a balayé l'affaire d'un revers de main. Il a simplement dit qu'ils étaient assez traditionnels, qu'ils vivaient très différemment de nous. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, car je pensais que si nous nous aimions suffisamment, sa famille finirait par s'y rallier. Mais petit à petit, j'ai réalisé que Patrick évitait toujours de m'emmener chez lui. Il évitait toujours les réunions où ses parents étaient présents. Pendant les vacances, alors que j'étais seule dans notre appartement vide, Patrick est rentré chez lui auprès de sa famille, sans jamais parler de moi. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Je lui ai demandé directement pourquoi il n'avait pas parlé de moi à sa famille. Patrick resta silencieux un long moment, puis finit par admettre, « Madison, tu sais comment ils sont. Ils se soucient beaucoup de tes origines. Ils veulent savoir qui est ta famille, d'où tu viens. Ma mère, elle ne t'acceptera pas. Pas à cause de toi, mais parce que tu n'es pas celle qu'ils attendent. » J'étais abasourdie. Non pas que je ne m'en doutais pas, mais parce que Patrick, l'homme qui disait m'aimer pour qui j'étais, n'a pas eu le courage de me défendre. Alors, que suis-je pour toi? Tu caches quelque chose? Demandai-je d'une voix qui tenait à peine. Il me prit la main. Ce n'est pas comme ça. J'ai juste peur. Tu ne sais pas comment est ma mère. Elle, si. Je retirai ma main. Je sais ce que ça fait d'être rejetée. J'ai vécu avec ça toute ma vie. Je ne peux pas revivre ça. Surtout pas de la part de la personne que j'aime qui me cache. Après cette conversation, les choses ont continué, mais quelque chose s'était déjà brisé. Patrick s'est excusé encore et encore, promettant de me présenter bientôt à sa famille. Il a dit qu'il attendait juste le bon moment, mais ce moment n'est jamais venu. Puis un jour, il m'a demandé en mariage. C'était simple. Dans le parc où nous avions eu notre premier baiser. J'ai pleuré, non pas de joie, mais parce que mon cœur était déchiré. Une moitié voulait croire en sa promesse. Et l'autre ne pouvait oublier le sentiment de ne pas être accepté. J'ai dit oui, mais au fond de moi, je savais que le vrai combat n'avait même pas commencé. Et la famille de Patrick, surtout sa mère, n'allait pas laisser entrer quelqu'un comme moi. Facilement. Le restaurant était au dernier étage d'un immeuble de luxe. Des lumières dorées se reflétaient sur les tables en verre, une douce musique de piano flottait dans cet espace réservé à l'élite. Patrick me serra doucement la main en entrant. Je ne dis rien, hochant simplement la tête, dissimulant mon anxiété derrière un sourire poli. Ses parents étaient déjà là, assis près de la fenêtre avec vue sur les toits de la ville. Sa mère, Evelyn, portait une robe en soie couleur perle, un bracelet en diamant scintillant sous les lumières. Son père, Grégory, avait l'air sévère, son regard perçant et ses lèvres pincées trahissant un jugement constant. Patrick les salua en premier et tira ma chaise. Je souris poliment, les saluant doucement, mais ils hochèrent à peine la tête, leurs yeux me scrutant comme si j'étais une inconnue banale. Moins de 5 minutes après que le serveur eut servi le vin, Evelyn prit la parole. « Alors, Madison, que faites-vous ? » « Je suis stagiaire dans un centre de conseil, » répondis-je calmement. « Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des adolescents souffrant de dépression et de traumatisme. » Elle haussa un sourcil. « Oh, une carrière. Écouter et donner des conseils semble intéressant. » Je savais exactement ce qu'elle voulait dire par intéressant. Ce n'était pas un compliment. Grégory se tourna vers Patrick. « Et où Madison a-t-elle grandi ? » Patrick hésita. Je lus le conflit dans son regard. Elle a grandi dans un orphelinat. Puis elle fut adoptée. Sa famille adoptive était aisée. Un long silence suivit. Evelyn posa son verre de vin et me regarda droit dans les yeux. Donc, pas de contexte clair. Je me figeai un instant. Je crus avoir mal compris, mais elle continua sans la moindre hésitation. Voyez-vous,
notre famille a des traditions, une réputation, et même si Patrick est assez sentimental, le mariage n'est pas quelque chose à considérer comme l'achat d'une paire de chaussures en solde. Patrick resserra sa prise sur ma main sous la table. Maman, ne dis pas ça comme ça. Madison n'est pas ma chérie. Elle le coupa. Je ne fais qu'énoncer des faits. Ce n'est pas offensant si c'est vrai. As-tu pensé à l'avenir? Aux futurs enfants? Ils porteront un nom dont on ignore l'origine. Mon visage brûlait. Ma gorge se serra. Je voulais me lever et m'éloigner, mais Patrick me coupa la parole. J'ai pensé à l'avenir, maman. J'ai pensé. À propos de la personne avec qui je veux passer ma vie, et cette personne, c'est Madison. Que tu approuves ou non. Grégory fronça les sourcils. Patrick, montre-moi un peu de respect. C'est un dîner de famille, pas un champ de bataille. Patrick se leva et tira ma chaise. Si c'est une famille, alors la personne que j'aime mérite au moins un minimum de respect. Il se tourna vers moi, la voix s'adoucissant. Allons-y, je le regardai droit dans les yeux, sereine, sans peur, et sus que je n'étais pas seule. Nous sommes sortis du restaurant sous le regard critique des autres convives, suivi d'un lourd silence. Personne ne nous a appelés. Personne n'a essayé de nous arrêter. Mais je n'avais pas besoin d'eux non plus. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de Patrick. Et je savais qu'à l'instant où nous sortirions de ce restaurant, je ne quitterais pas simplement un dîner. Je m'éloignais de mes vieilles attentes, de mes préjugés profondément ancrés et de ceux qui ne m'accepteraient jamais pour qui j'étais vraiment. Nous avons enregistré notre mariage par une fraîche matinée d'automne. Pas de fête, pas de robe somptueuse, juste un petit bureau gouvernemental, 2 signatures et un silence absolu. Une promesse entre Patrick et moi. Nous bâtirons notre famille sur l'amour, pas sur l'approbation. Quand Patrick a annoncé le mariage à ses parents, leur réaction a été plus froide que l'air de l'hiver. Sa mère a haussé un sourcil, l'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Tu crois vraiment qu'épouser cette fille ne fera pas honte à toute la famille ?» Son père est resté silencieux. Il a juste sorti son portefeuille, a déposé un chèque en blanc sur la table et a dit « Si tu nous laisses gérer entièrement le mariage, c'est à toi. » Sinon, Patrick déchira le chèque sous leurs yeux. Quelques semaines plus tard, nous recevions une invitation pour les 35 ans de mariage de ses parents. Patrick voulait y aller. Il disait qu'il ne pouvait pas les éviter éternellement. Que s'il voyait que nous étions toujours ensemble, toujours heureux, il finirait peut-être par céder. Je n'y croyais pas, mais j'acceptais. Pour lui, je portais une robe simple mais élégante, un chignon souple et un maquillage léger. Patrick me tenait la main lorsque nous entrâmes dans leur manoir, où la fête grouillait de centaines d'invités en tenue glamour, les rires résonnant dans le jardin. Nous nous sentions comme des ombres pénétrant dans un monde qui n'était pas fait pour nous. Personne ne nous saluait. Personne ne me regardait dans les yeux. Les poignées de main de Patrick étaient polies. Les regards vers moi étaient glacials. Une femme d'âge moyen, probablement une tante de Patrick, me toisa de la tête aux pieds, puis se tourna vers son mari et murmura assez fort pour qu'on l'entende, « Je me demande quelle femme de chambre a pu entrer ici. » Patrick l'entendit. Tout comme lui. Il serra ma main plus fort et me guida à la recherche d'une place, mais toutes les tables étaient occupées, comme par hasard. Pas de place pour nous. Puis sa mère apparut derrière nous, toujours avec un sourire poli, et dit, « Oh, Patrick, vous auriez vraiment dû arriver plus tôt. Dommage que toutes les tables soient occupées maintenant. Mais il y a des chaises pliantes dans la cuisine, si ça ne te dérange pas. » Je ne dis rien, mais ma poitrine se serra. Patrick me serra la main si fort que je le sentis trembler. « On n'a pas besoin de chaises pliantes, dit-il à voix basse. Et on n'a pas besoin de rester ici non plus. » Puis il se tourna vers moi. « Allons-y, Madison. » Nous fîmes demi-tour et partîmes. Le jardin tout entier sembla s'arrêter un instant. Puis les rires artificiels et les bavardages d'idoles reprirent comme si nous n'y étions jamais allés. Sur le chemin du retour, je regardais par la fenêtre. La nuit était tombée, et la lueur des voitures qui passaient projetait une lumière diffuse sur mon visage. Patrick me tenait toujours la main, cette fois tremblant vraiment. Non pas de peur, mais de rage. « Je suis désolé, dit-il doucement.
Il ne te mérite pas, Madison. Mais je ne peux pas choisir la famille dans laquelle je suis née. Je ne peux choisir que la personne avec qui je veux passer ma vie. Je ne répondis pas, mais au fond de moi, je savais que j'avais choisi la bonne personne. Quant à sa famille, il s'était retiré de notre histoire, et d'une manière ou d'une autre, il y aurait un prix à payer. Patrick claqua la porte derrière lui en entrant dans l'appartement. J'étais toujours assise sur le canapé, toujours dans la même robe crème que j'avais portée à la fête. Pas trop voyante, mais pas banale non plus. Elle m'avait autrefois fait me sentir assez belle pour me tenir à ses côtés. Mais ce soir, chaque regard me transperçait comme si j'étais invisible. Ce soir a été horrible, lança Patrick. Je levai les yeux, espérant qu'il suivrait avec quelque chose de plus doux. Mais il se contenta de retirer son manteau, de le jeter sur une chaise et d'entrer directement dans la cuisine. Je me levai et le suivis. Tu veux dire à cause de la façon dont ils m'ont traité ? Il se retourna, me fixant comme si je venais de dire la chose la plus ridicule du monde. Madison, tu as aggravé les choses. Il ne leur manquait qu'un peu de courtoisie de ta part. Tu es restée silencieuse toute la nuit, impassible, sans même un mot de politesse. Tu ne pouvais pas te comporter normalement pour une soirée ? Je me suis figée. Ils m'ont traité comme si je n'existais pas. J'ai essayé de sourire. J'ai essayé d'engager la conversation, mais tu as vu. Ils n'ont même pas pris la peine de répondre. Ta mère s'est détournée quand je lui ai souhaité une bonne santé. Patrick a secoué la tête, ricanant. Ce n'est pas une excuse pour me faire passer pour une mauvaise personne devant eux. J'ai dégluti avec difficulté. Tu es gêné à cause de moi ? Il est resté silencieux un instant, puis a lentement hoché la tête. C'est ma famille, Madison. Tu m'as rendu les choses encore plus inconfortables. Je voulais juste un dîner tranquille, et je voulais juste être respectée. Je ne peux pas m'excuser auprès de ceux qui n'arrêtent pas de m'insulter. Ils n'ont jamais dit un mot gentil à mon sujet. Alors peut-être devrais-tu apprendre à supporter ça. Ils m'ont élevé. Ce sont les gens que j'aime. Tu dois leur montrer que tu en es digne, pas agir comme si le monde entier était contre toi. J'ai laissé échapper un rire sec. Alors, si un jour notre fille est traitée comme ça, tu lui dirais de le supporter aussi ? La question flottait dans l'air. Patrick ne répondit pas. Il se détourna, attrapa une bouteille d'eau et monta. La porte de la chambre se referma sans même un bonsoir. Les jours qui suivirent passèrent dans un silence pesant. Patrick se retira dans son monde, passant le plus clair de son temps au bureau, mangeant seul ou sortant sans me dire où. J'essayais de maintenir le calme, préparais les repas, faisais le ménage, laissais même des petits mots manuscrits avec des messages doux, espérant l'adoucir. Mais il ne répondait jamais. Pas un seul message, pas un regard. Parfois, je passais devant le bureau et je le voyais avec ses écouteurs sur les oreilles, les yeux rivés sur l'écran, comme si je n'existais même pas dans la même maison. Un soir, j'entendis des rires en bas. Il était au téléphone avec sa mère, la voix enjouée, lui parlant d'un nouveau projet. Je restais dans le noir en haut des escaliers, écoutant cette voix. Celle qui me faisait autrefois me sentir aimée, me glaçait maintenant le cœur. J'avais aimé Patrick de tout mon cœur. Je croyais que l'amour était assez forte pour résister au jugement, aux préjugés et à l'examen. Mais peut-être avais-je tort. Peut-être m'aimait-il, mais il aimait davantage le confort de sa famille. Il préférait l'idée de paix à celle de me défendre. J'étais assise seule dans le salon, la douce lumière projetant une lueur sur notre photo de mariage accrochée au mur. Je souriais sur cette photo. Lui aussi. Mais en la regardant maintenant, ce sourire me semblait étranger. Je ne savais pas combien de temps je pourrais tenir. Mais une chose était sûre, je ne m'excuserais pas d'être moi-même, même si cela impliquait d'affronter la solitude. Le dîner de ce soir-là avait lieu dans la demeure familiale de Patrick, si grande qu'elle ressemblait à un hôtel de luxe. L'odeur des mets raffinés flottait dans l'air. Des lustres en cristal scintillaient comme pour détourner l'attention de la tension qui régnait dans la pièce. Patrick et moi sommes entrés. Sa main posait délicatement sur mon dos, sans toutefois m'apporter de chaleur. Sa mère, Paula, était assise au bout de la longue table, son regard me balayant comme si elle avait repéré une tache sur sa robe de soie.
Pas une salutation, pas un sourire, juste un silence glacial. J'ai essayé de sourire, saluant chacun des membres de la famille d'un signe de tête, mais leurs regards se sont posés sur moi comme si je n'étais même pas là. Une tante de Patrick s'est penchée et a murmuré quelque chose à son mari, et ils ont tous deux ri. Je n'avais pas besoin de deviner le sujet. Je m'étais habituée à ce sentiment, mais ce soir, il était plus lourd, plus vif, plus méchant. Le dîner a commencé. Tout le monde a bavardé et ri. Je suis restée assise en silence, prenant de petites bouchées, comme si le silence allait me faire disparaître. Au milieu du repas, quand quelqu'un a interrogé Patrick sur ses projets d'avenir, Paula a brusquement posé son couteau et sa fourchette avec un tintement sec. « L'avenir » a-t-elle dit, les yeux rivés sur moi. Je ne sais pas quel avenir il attend. Lorsque mon fils s'est enchaîné à un orphelin sans antécédent, le silence est tombé à la table. J'ai senti le sang me quitter du visage. Patrick s'est figé, les lèvres serrées, mais il n'a rien dit. Pas un mot. Je ne comprends pas, Paula a continué. Ton calme m'est mordant. Il y a tellement de filles bien éduquées et issues de bonnes familles, et il choisit une pauvre fille ordinaire dont personne n'a jamais entendu parler. C'est honteux. Je me suis levée, les lèvres tremblantes. Tu n'es pas obligé de m'aimer. Je comprends, mais s'il te plaît, ne parle pas de moi comme ça devant tout le monde. Elle a ri avec mépris. Oh, tu as de la fierté, une orpheline qui ose me parler. Si tu avais un peu de respect pour toi-même, tu aurais su dès le début que tu n'avais rien à faire ici. Pourtant, Patrick ne dit rien. Je me suis tournée vers lui, espérant lire du courage dans ses yeux. Mais je n'ai vu que de la lâcheté. Patrick, ai-je murmuré. Il a évité mon regard, puis a sorti son portefeuille, a mis une liasse de billets dans ma main et a murmuré, « Rentre chez toi. Ne fais pas de scène ici. » Chaque cellule de mon corps s'est figée, non pas à cause des insultes de sa mère. J'en avais subi bien des dans ma vie, mais parce que l'homme que j'aimais, l'homme en qui j'avais confiance, avait choisi de se taire, de se ranger à leur côté, comme si je méritais vraiment d'être traitée ainsi. J'ai reposé l'argent sur la table, parlant lentement, clairement. Je n'ai pas besoin d'argent. J'ai besoin que mon mari voie que je suis une personne digne. Personne n'a dit un mot. Je me suis retournée et suis sortie de cette demeure, somptueuse, mais plus froide que n'importe quelle nuit d'hiver. Je n'ai pas pleuré sur le chemin du retour. Les larmes avaient séché depuis longtemps, ne laissant que le vide et la douleur sourde d'une blessure jamais cicatrisée. Quand j'ai ouvert la porte de notre appartement, tout était pareil. Le vieux canapé, la photo de mariage au mur, et les traces d'un mariage dont j'avais cru qu'il durerait toujours. J'ai appelé mes parents adoptifs par vidéo ce soir-là. Ils étaient en Suisse pour assister au sommet annuel de l'investissement. Mais au moment où Evelyne a vu mon visage pâle sur l'écran, elle se leva brusquement de sa chaise. « Que s'est-il passé, Madison ?» demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. Je leur ai tout raconté, chaque détail. Le dîner, le regard de la famille de Patrick, Paula m'humiliant devant tout le monde, et le moment où Patrick m'a tendu de l'argent comme si j'étais une étrangère qui avait besoin d'être ramenée chez elle. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai tout raconté, calmement, froidement. Quand j'ai eu fini, un silence glacial s'est installé à l'autre bout du fil. Mon père, Gregory Osborne, s'est tourné vers ma mère. On rentre immédiatement. 3 jours plus tard, ils arrivaient à New York. Je les ai retrouvés dans un petit café au bord de l'Hudson. Evelyne m'a serré dans ses bras pendant un long moment. Mon père a simplement posé une main sur mon épaule, mais ses yeux en disaient plus que des mots. Je ne lâcherai pas prise. Savent-ils que tu es la fille adoptive des Hawthorne ? Demanda ma mère. Je secouai la tête. Je ne leur ai jamais rien dit. Je voulais qu'ils m'acceptent pour qui je suis, pas pour ce que je suis. Nom ou fortune derrière moi. Mon père plissa les yeux. Ils ont choisi de ne pas t'accepter. Il est temps qu'ils découvrent qui ils viennent de rejeter. Ce soir-là, c'était la fête des 70 ans du grand-père de Patrick, organisée dans l'un des restaurants les plus luxueux de Manhattan. J'étais invitée. Un geste de courtoisie de dernière minute de la part de Patrick. Au début,
j'avais prévu de décliner, mais mes parents n'étaient pas d'accord. Ils t'ont invité? Bien. On y va, dit ma mère. Patrick ignorait qui j'amenais. En entrant, les bavardages se turent. Je marchais entre mes parents adoptifs, tous deux habillés avec élégance mais pudeur. L'expression de mon père était glaciale, et ma mère arborait un sourire doux et fier. Dès que Paula me vit, elle se figea, son regard passant de la surprise à l'irritation en quelques secondes. « Oh, Madison, tu es venue aussi, dit-elle en s'efforçant de garder un ton neutre. « Oui, et voici mes parents, Evelyn et Gregory Hawthorne. » Cette réplique fit l'effet d'un pétard dans la pièce silencieuse. Quelqu'un laissa tomber un verre de vin. Paula se figea. La sœur de Marley Patrick écarquilla les yeux. Patrick balbutia, les lèvres pâles. Hawthorne? Tu veux dire quel Hawthorne? Mon père s'avança et déposa un dossier sur la table devant Patrick. Gregory Hawthorne, du groupe immobilier Avalon, et moi venions de rencontrer notre avocat ce matin. Patrick fixait les papiers, les mains tremblantes. Ce sont les papiers du divorce, dit mon père fermement. Madison n'a plus rien à quoi se raccrocher dans ce mariage, et je ne permettrai pas que ma fille soit traitée comme une ordure par des gens qui jugent les autres uniquement sur la lignée et l'argent. Paula resta bouche bée, mais aucun mot ne sortit. Une mère pourrait ne pas aimer sa belle-fille, dit Evelyn calmement. Mais personne n'a le droit de traiter ma fille d'orpheline pauvre, car si elle était vraiment pauvre ce soir, tu aurais rejeté le seul cadeau que tu ne pourrais jamais te permettre, sa loyauté et sa gentillesse. Personne ne dit mot. Patrick s'est affalé dans son fauteuil, le regard vide, et je suis resté là, sous les lumières éblouissantes du restaurant, sans me sentir ni honteux ni blessé, juste libre. Purement libre, comme si j'avais enfin ôté les chaînes invisibles que je portais depuis bien trop longtemps. La nouvelle de cette inoubliable fête d'anniversaire s'est répandue plus vite que prévu. En moins de 48 heures, des photos et des vidéos de mon père remettant les papiers du divorce à Patrick ont commencé à circuler sur les forums financiers, où le nom Hawthorne attirait toujours l'attention. Personne n'imaginait que cette jeune fille sans histoire était la fille adoptive de l'une des plus puissantes familles de l'immobilier de la côte est. La semaine suivante, les actions de la société de Gregory Miller, le père de Patrick, ont commencé à chuter. Les principaux associés ont annulé les réunions. Les investisseurs stratégiques ont soudainement retiré leur financement, invoquant une remise en question de la transparence et des pratiques éthiques dans les opérations de l'entreprise. En vérité, personne n'avait besoin d'explications détaillées. Le monde des affaires n'est pas favorable à ceux qui manquent de respect aux mauvaises personnes. La famille de Patrick a sombré dans le chaos. Polie en apparence, brisée intérieurement. Les photos souriantes qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux n'ont pas pu cacher la vérité qui se dévoilait. Contrat perdu, 2 propriétés commerciales vendues à la va-vite, et Gregory Miller sous enquête pour fraude fiscale liée à une transaction récente. Et moi, je n'ai rien dit. Je n'avais rien à faire de plus. Les premiers messages que j'ai reçus de la famille de Patrick étaient amers. Tu as planifié ça depuis le début, n'est-ce pas? Tu as détruit une famille juste par vengeance. Ne crois pas que l'argent donne de la classe. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, le ton a changé. Madison, si tu pouvais parler à ton père, s'il te plaît, demande-lui d'arrêter. Il ne savait pas qui tu étais. S'il te plaît, aie pitié de notre famille. Patrick a pleuré toute la nuit. Il n'a pas mangé. Pourtant, je n'ai pas répondu. J'aurais aimé qu'il me comprenne, m'accepte, m'aime. Mais quand je me taisais, il m'insultait. Quand je me levais, il suppliait. Il n'y avait aucune affection sincère, seulement de la peur. Quand leur privilège était menacé. Patrick a signé les papiers du divorce un lundi après-midi. Pas de rendez-vous, pas de mots. J'ai reçu la confirmation du cabinet d'avocats de mon père. Clair, rapide, comme au moment où il a sorti son portefeuille et m'a tendu de l'argent liquide, me demandant de partir plus tôt. Il n'y a pas de fin plus douloureuse que le silence. 3 jours après que tout fut finalisé, mes parents m'ont emmené à l'aéroport, un voyage de 6 semaines à travers 4 pays, non pas pour faire étalage de quoi que ce soit, mais pour me laisser le temps de réfléchir. Nous avons commencé en Suède, où la neige tombait doucement sur les rues pavées. Chaque matin,
ma mère me préparait du thé, et mon père m'écoutait parler des petits détails de mon mariage qui m'avaient blessée. Je n'ai pas pleuré. La douleur m'a quitté avec le premier verre de vin rouge à Stockholm. Oh, nous sommes allés en Grèce, où nous avons visité des temples blancs nichés sur des falaises surplombant la mer. Un soir, je me suis promenée seule sur la plage, laissant les vents marins effacer les échos des rires cruels de ce dîner d'il y a longtemps. À la fin du voyage, dans une ville tranquille du sud de la France, ma mère m'a pris la main et m'a dit, « Madison, tu n'as rien à prouver. Tu mérites l'amour, la gentillesse, et tout ce qu'ils ont essayé de te convaincre, tu n'avais pas le droit de demander. » Je l'ai serré fort dans mes bras. Le vent a soufflé dans mes cheveux, emportant tout ce vieux poids en moi. Je ne déteste pas Patrick, mais il ne me manque pas non plus. Et je sais que même si personne ne m'a choisi au départ, je peux quand même choisir ma fin. Une fin non marquée par les larmes, mais par la paix absolue. Une fin qui n'a pas besoin de pardon, seulement de liberté. L'histoire de Madison nous rappelle avec force que le silence n'est pas toujours synonyme de faiblesse, et que quitter une relation toxique n'est pas un échec. C'est une décision courageuse de protéger sa propre valeur. Dans un monde où l'on juge souvent les gens sur leur statut et leur origine, Madison a prouvé que la dignité, la résilience et l'intégrité ne s'achètent pas. En s'affirmant, on ne se réapproprie pas seulement sa voix, on se réapproprie sa vie entière. Que pensez-vous du parcours de Madison et de son choix final? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour découvrir d'autres témoignages touchants et poignants sur la vie.